La mode a un état d'esprit. Elle n'attend que ton excellence pour briller. Dans un univers ouest-africain où la mode n'est pas forcément le secteur le plus visible sur les médias traditionnels, déjà en radio, en télévision, mais également dans l'espace internet avec les nouveaux médias, les nouveaux formats que sont les podcasts, d'où vient-il que tu as l'idée de te dire nous devons mettre en avant la mode ouest-africaine et béninoise et la défendre à travers ce format-là? Avant d'entrer dans la rentabilité du métier, on va d'abord parler de former pour transformer l'être que tu es. Quand tu entres en formation, tu ne sors pas la même chose. Tu n'es plus du tout la même personne. De mon expérience, je remarque un degré de prise de conscience des jeunes à vouloir se faire former avant de se lancer dans un métier qui les passionne. Le secteur de la mode, c'est une question de politique publique. Si tu avais donc en face de toi un ministre ou un chef d'État même africain, que lui dirais-tu au sujet de la formation et de l'emploi dans la mode? Monsieur le ministre, je vous remercie pour l'occasion. C'est un plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier de Michel, le podcast RMD, Réussir la mode de demain. Ici, on coule les idées, on repasse les doutes. Bon, j'arrête. J'arrête. C'est l'expression consacrée de Michel pour commencer son podcast. En réalité, Michel est sur le plateau avec nous, mais elle est l'invitée de son propre podcast aujourd'hui que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter. Michel Deguenon, bonjour. Bonjour, Jacques. Et bienvenue dans ton podcast où tu es l'invité aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être reçu par toi sur le podcast. Ça fait du genre, tu es la star du jour. Mais c'est un peu l'idée. L'espace. C'est un peu l'idée parce qu'on s'est dit, pour le dernier numéro de cette saison, numéro 1 du podcast L'Atelier de Michel, il était bien de comprendre la vision qui a mû la création de ce podcast-là, parce que dans un univers ouest-africain où la mode n'est pas forcément le secteur le plus visible sur les médias traditionnels, déjà en radio, en télévision, mais également dans l'espace internet avec les nouveaux médias, les nouveaux formats que sont les podcasts, d'où vient-il que tu as l'idée de te dire nous devons mettre en avant la mode ouest-africaine et béninoise et la défendre à travers ce format-là? Je te laisse répondre à cette question et après je te demanderai, comme tu demandes à tous tes invités, de te présenter parce qu'on ne te connaît pas tant que ça finalement. Ok, d'accord, merci pour la question. Déjà, l'idée c'est vraiment pour répondre à un besoin. Et je dirais même à des questionnements de mes alumni. C'est ça. Tu sais, généralement, à la fin de la formation, nous avons mis en place un processus de certification, les soutenances, les compositions. Je rappelle que c'est les alumni de l'école de stylisme et de design d'accessoires de mode. Exactement, oui, les alumni de ESDAM, donc qui reviennent souvent dans mon inbox avec des questions. Madame, j'ai lancé ma boîte il y a 3 mois. Voici, je rencontre telle et telle difficulté. Je veux mettre en place également telle entreprise. Comment est-ce que, ou telle marque, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment est-ce que je pourrais mieux la structurer et tout? Et généralement, je ne réponds pas à temps voulu, comme je l'aurais souhaité. Il y a des fois, je mets du temps à répondre. Et un dimanche, il y a c'est un alumni d'ESDAM également, mais congolaise. Elle m'a écrit, elle m'a laissé un long message. Mais j'ai lu, j'ai dit, ouais, ça. Il y a un réel besoin d'accompagnement post-formation. Post-formation. Je me dis, si je me mets à répondre, je ne pourrais pas, juste avec WhatsApp, ce ne serait pas aussi profond comme je l'aurais souhaité. Donc, je l'ai appelée et tout ça. On a discuté. Elle a dit, ben merci. C'est de là, en fait, qu'est venue l'idée d'apporter des réponses, de partager l'expérience des pairs, de ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont déjà accompli des choses dans le secteur de la mode avec les jeunes.
ne serait-ce que les inspirer, ne serait-ce que les amener à comprendre et à mieux structurer également leur entreprise. Et je me dis, le meilleur outil, on dit un outil, le meilleur outil pour pouvoir le mettre en application, c'était avec un podcast. On reçoit tous les grands visages avec des expertises différentes et qui viennent donc, on va dire que finalement, pour la compréhension, la vision que j'en ai, en réalité, les podcasts, chaque numéro est une vraie masterclass. Oui, tout à fait. Moi-même gentil. Moi-même gentil. Oui, gentil énormément parce que tu vois, quand tu rencontres un acteur de la mode qui a 30 ans de carrière, par exemple, le Landos que j'ai reçu, qui était le premier. De ce et après que tu reçois quelqu'un qui est purement un acteur, certes du secteur de la mode, mais orienté secteur public, c'est deux choses différentes. Et tu apprends non seulement des process nationaux. Des process nationaux. Voilà. Tu apprends des process nationaux, tu apprends des innovations qu'apporte le gouvernement et après, subitement, tu reçois quelqu'un qui te parle du droit dans le secteur de la mode. C'est ça. Donc vraiment, tous les secteurs ont été abordés. Et je te laisse finir. Oui, tous les secteurs ont été abordés et même pour les prochaines, pour la prochaine saison, on va encore monter le niveau avec autres acteurs de mode, au-delà en fait du côté technique, mais mettre un accent plus approfondi sur la chaîne de valeur. C'est ça. Mais justement, ça préfigure un peu le thème que nous allons aborder aujourd'hui parce que je rappelle que nous parlons de la vision qui a derrière ce podcast, que je vais te laisser te présenter tout à l'heure, mais que nous avons un thème à défendre tout à l'heure, un thème sur lequel tu as une expertise transversale, puisque je peux déjà le préciser, nous parlons aujourd'hui donc des passerelles qu'il y a à inventer, parce qu'on remarque qu'il y a d'un côté, donc, dans l'industrie de la chaîne, tu parles de la chaîne de valeur tout à l'heure, il y a les écoles de formation, il y a les ateliers où on crée donc tout ce qui est production de mode. Et après, il y a l'industrie et les marchés et aussi les institutions qui gouvernent tout ça. Et on a l'impression qu'il n'y a pas un fil rouge où tout cela se tient de façon imbriquée et cohérente. Et donc, on va parler de ça tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le thème du jour, Michel Deguénon, on te laisse le temps de te présenter vraiment dans tout ce que tu as accompli, en tout cas dans le domaine de la mode, avant que nous puissions, et qu'il est légitime d'ailleurs que tu puisses prendre la parole sur ce thème-là, avant que nous puissions développer avec le reste des questions que j'ai à te poser. Ok, donc je disais de manière très simple, je suis la fondatrice de ESDAM, École de stylisme, design et accessoires de mode, qui aujourd'hui est présent dans 4 villes du Bénin. Et nous avons le collège technique. C'est ça. Nous avons également le centre de formation professionnelle. Et pour finir, cette année, nous avons un partenariat avec ISMOD Paris qui permet à nos étudiants qui ont fini le bac d'été, enfin le bac pro ou le DT en métier mode vêtements, ou ceux qui ont fait une formation en stylisme modélisme, qui souhaitent poursuivre les études en BTS en stylisme, en BTS en licence. Et un master aussi. Oui, et un master aussi également, de pouvoir continuer sur ISMOD Paris. Je suis également la créatrice de la marque éponyme. Michel Deguénon, que j'ai porté aujourd'hui à mes pieds, la maroquinerie de luxe africaine que j'adore. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce que Michel a porté aussi, c'est sa propre marque. Oui. C'est ça. Enfin, tout ce que la chaussure, mais la chemise, la surchemise vient d'un alumni. D'accord. Ancien étudiant de ESDAM, la marque Olayemi. Voilà. D'accord. On la salue. Oui. Donc, on parlait de la marque, mais on a oublié que Michel Deguénon est désormais aussi présentatrice de podcast à la télé de Michel. Désormais, il faut l'ajouter sur le CV parce que nous trouvons que c'est très pertinent. Et si j'ai un honneur et un plaisir à être là aujourd'hui, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pertinence à cela. Donc, tout ce que la chaîne West Up Fashion fait avec ce premier podcast est appréciable. Le thème du jour, je le disais en entrée, c'est les passerelles à inventer, les ponts à créer, parce qu'il n'existe pas les ponts entre donc tout ce qui est école et institut de formation, ateliers où se produisent où se font les productions de mode, les industries qui existent et les institutions qui gouvernent tout ça. Avec des invités que vous avez d'ailleurs reçus sur ce podcast qui étaient au niveau institutionnel et qui ont éclairé d'ailleurs sur tout ce que l'État et le gouvernement font pour ce métier. Alors, tu as fondé une école de mode avant même de créer ta propre marque, parce que ESDAM était créée avant la marque éponyme Michel Deguénon. Quand tu regardes le parcours de tous les jeunes que tu formes, ces milliers de jeunes en réalité qui sont sortis de ESDAM depuis le temps, qu'est-ce que cela t'a appris sur les forces et les limites de la formation en Afrique dans le secteur de la mode? Avant même de répondre à cette question, je dirais qu'aujourd'hui,
de mon expérience, je remarque une avancée, un degré de prise de conscience des jeunes à vouloir se faire former avant de se lancer dans un métier qui les passionne. C'est ça. Oui, parce que en 2017, quand je regardais l'effectif que j'avais, comparé à 2025, l'effectif a augmenté et également la qualité des étudiants que vous recevez s'améliore. Ils sont de jour en jour un peu plus consciencieux, même s'il y a des fois, bon voilà, ça ne manque pas quoi. Mais donc, en revenant à la question... Donc les forces et les limites merci. Dans la formation en matière de mode, d'accessoires et tout ce qui va avec en Afrique, précisément. Oui, comme force, on va dire déjà une jeunesse engagée, soif d'apprentissage. C'est ça. Et ça, c'est une très grande force. On remarque également la contribution des parents à orienter leurs enfants dans les métiers qui les passionnent. C'est ça. Et quand on revient dans l'institution, l'entreprise de formation, on a un réel défi de main-d'œuvre hyper qualifiée. Parce que c'est de cas, soit vous faites avec les profils sur le terrain et vous les amenez à améliorer, à monter en compétence, à améliorer déjà la pédagogie et à monter en compétence, soit c'est que vous allez rechercher les personnes de l'extérieur qui viennent. Et quand vous recherchez également les personnes de l'extérieur pour la formation, c'est pas tout de suite très facile parce qu'il faut qu'ils s'adaptent aux codes locaux. Voilà, à ton environnement. Donc en entreprise, on a un défi avec les compétences hyper qualifiées et efficaces. Et après, quand tu ramènes également, c'est qu'il va falloir qu'ils se réajustent à ton environnement et aux réalités locales. Après, on a également une compétence sur le côté administratif. Tu vois, il y a d'abord les compétences techniques et après il y a les compétences administratives. Oui, c'est lorsque vous recrutez par exemple une commerciale dans une école, son rôle n'est pas le même que vous la recrutez dans dans un supermarché. Oui, il faut, et généralement, enfin pour ma petite expérience, très peu, je ne connaissais pas d'école en fait qui avait un service commercial. Donc quand déjà vous recrutez le commercial ou la commerciale, elle te dit mais vous êtes une école, pourquoi vous avez besoin d'un commercial? Donc tu vois, c'est déjà un changement de mentalité, de paradigme et de façon de voir. Et de façon de voir et maintenant de compréhension de son, enfin je ne vais pas dire cahier de charge, mais on va dire ça. On peut dire cahier de charge. On peut dire de son cahier de charge et de pouvoir rendre en fait. Donc il y a les compétences également administratives et après maintenant, il y a les qu'on appelle la logistique. C'est ça. Avec la logistique, tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Pour en fait répondre ou avoir 100% de pratique ou amener chaque étudiant à être sur la machine tous les jours ou chaque fois qu'il a un cours de machine, c'est vraiment de l'investissement. C'est ça. Et c'est un investissement en termes de superficie et investissement en termes de logistique, machines, matériel et tout ça. Et après cet investissement, il y a également l'entretien. Il y a également l'entretien. Je suis toujours, par exemple, en recherche d'un chargé des matériels qui va peut-être comprendre ma vision des choses. Et ça, c'est un défi parce que lorsque vous avez tout le temps vous avez tout le temps des réparations au niveau de la machine, c'est un coût qui est imputé c'est un coût qui s'agrandit dans les charges d'exploitation. Évidemment. Donc, ça reste je vais structurer ça en défis de compétences. On a des défis liés aux compétences techniques, des défis liés aux compétences administratives. Nous avons également des défis liés à institutionnels aussi. Ouais, c'est pas faux, mais si je voulais pas aborder ça. Je vais essayer de résumer pour qu'on comprenne bien donc les forces et les limites que tu dégages. C'est qu'en premier, en termes de force, il y a un engouement plus fort
pour les métiers qui sont des métiers passion. Les parents comprennent aujourd'hui que un jeune peut suivre sa passion, ce qui fait qu'on remarque une évolution en termes de progression de nombre d'étudiants par rapport à la première année en 2018 à 2025. Par contre, il y a des défis. Les défis étant donc déjà que les gens n'ont pas forcément la bonne approche en termes de formation. Par exemple, quand tu donnes l'exemple de la commerciale ou du commercial qu'on va recruter, un dispositif administratif de commercial dans une école qui forme, les gens ils trouvent ça décalé. Et donc, c'est vraiment que vous avez apporté quelque chose de nouveau dans ce secteur et donc vous avez été innovant dans ce secteur-là. Et évidemment, les gros défis sur tout ce qui est donc logistique, on va dire profil technique pour donc superficie, logistique, investissement. Donc, ça demande aussi beaucoup d'investissement. Nous voyons donc globalement ce cadre qui est posé. Alors, entre l'école... Institutionnel, bien sûr. Mais on ne va pas débattre. On ne va pas débattre outre mesure. De toute manière, les choses se mettent en place. Je pense qu'un des invités qui est passé par ici a largement dit tout ce que les institutions font pour le secteur et pour accompagner et comment ils font pour s'améliorer eux-mêmes, pour être mieux au service donc, de l'évolution de tout cela au Bénin. Donc, entre l'école, comme une école comme ESDAM par exemple, l'atelier où l'alumni qui a fini de se former va aller faire ses productions et le marché où il va aller vendre ses productions, il semble comme s'il y a une sorte de fracture. D'après toi, d'où vient cette déconnexion entre ces trois niveaux, entre donc l'école qui est dans son monde, l'atelier qui est dans son monde et le marché qui est aussi dans son monde? D'où vient cette fracture, cette déconnexion et est-ce que tu ressens ça au quotidien dans ton travail? Tu sais, je pense que c'est un problème c'est pas juste, mais c'est un problème de structuration. C'est ça? Oui, c'est un problème de connaissance de structuration. Parce qu'en réalité, il ne devrait pas y avoir de fracture. C'est un écosystème. Justement. Et pour améliorer cet état de choses, en fait, nous, les écoles, nous devons commencer, on a commencé d'ailleurs avec ESDAM, par intégrer dans la formation des cas réels. Des projets réels, des collaborations par exemple avec des marques en pleine formation, le fait participer à des activités d'incubation, leur enseigner par exemple le sourcing, tu vois, ça va améliorer en fait cet état de choses. Sinon, en principe, il n'y a pas de fracture, c'est juste parce que la personne qui sort de l'école en fait n'a pas toutes ces connaissances-là sur le marché, sur la chaîne de valeur. De création et de valeur. Oui, voilà. À part, non, il a une compétence dans la création. Mais après la création, les métiers invisibles, il n'a pas vraiment une connaissance. Et ce qui fait que quand il sort de l'école, il est un peu limité. Tu vois, il est un peu limité. Et pour améliorer cet état de choses, comme je disais, c'est vraiment d'intégrer dans la formation, en fait, ces modules-là. Ces aspects qui n'étaient pas forcément. Donc, en gros, jusqu'à... Coupe-là. Ah, pardon. Mais je te laisse. Non, vas-y, finis d'abord. Oui, j'avais pas remarqué, j'avais l'impression que tu étais en train de clôturer. Vas-y. Ces aspects, en fait, qui n'étaient pas pris en compte et les amener, en fait, à les accepter. Parce que tu sais, quand tu intègres certains aspects dans la formation, il faut aussi trouver le moyen de le rendre, utile. Je ne vais pas dire utile, mais de le faire accepter par les étudiants. C'est déjà venu en fait, où tu sors un nouveau module, mais tu as un taux d'absence plus élevé parce qu'ils ne veulent forcément pas, ou parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'ils disent « moi je veux juste apprendre couture d'âme ». Oui, et ça s'arrête là en fait, tu vois. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est ça. Et donc en gros, il ne faut pas former pour former. Il faut former pour transformer, on dirait. Transformer pour que ce ne soit pas juste une formation technique, une compétence technique et froide. Et comme bien sûr le marché, la personne ne peut pas gérer le marché, gérer donc la création qu'elle fait, comment aborder le marché avec, comment. Donc, qu'il y ait un lien entre les trois. C'est bien cela? Oui, et former pour transformer, ce n'est d'abord même avant d'entrer dans la rentabilité du métier, on va d'abord parler de former pour transformer l'être que tu es. C'est ça. Oui, quand tu entres en formation, tu ne sors pas la même chose. Tu n'es plus du tout la même personne. Au-delà du technique. Oui. Au-delà du technique, c'est d'abord l'aspect humain. Parce que c'est ça qui change
pour que le reste change. Si toi-même tu ne changes pas, c'est pas le professionnel qui va changer. Donc c'est déjà ta manière de faire. Comment est-ce que tu restes constant? Comment est-ce que tu développes l'esprit d'excellence? Ça, par exemple, j'ai fini mon pantalon et je remarque en fait que la poche n'est pas bien posée ou bien que la bande a été un peu décalée. Je devais avoir la conscience professionnelle qui m'amène à reprendre. C'est ça, et régler le problème. Et régler le problème. Et maintenant, quand j'ai cette conscience professionnelle-là, quand je sors de là et que je rentre dans la vie, quand on va rentrer maintenant sur le côté entreprise, marque et tout ça, je pense que ça va aller encore un peu plus facilement. C'est sûr. Je vais pouvoir en fait dire, moi, en tant qu'acteur, je m'intéresse au côté création. Ou soit, moi, en tant qu'acteur, je m'intéresse au côté managérial et je recherche les personnes qui pourront m'aider. Ce n'est pas forcément d'aller rechercher, je ne sais pas, le monsieur qui va te prendre 500 000 ou 700 000 au début à plusieurs milliers, non. Mais quand même déjà commencer avec des collaborations très basiques entre amis ou entre frères ou sœurs. C'est ça. Alors, je crois avoir répondu à la question. Oui, ça va. Michel, pour toi qui as quand même observé des modèles ailleurs, tu as voyagé dans d'autres pays, ici, en Afrique, en Europe, en Asie, tu as dû voir d'autres modèles. Je peux poser la question? Oui, tu peux. Tu as dû voir des modèles qui sont des modèles inspirants, des modèles où des écosystèmes sont plus intégrés, où ces problèmes que nous relevions tout à l'heure, où d'abord on a parlé de l'humain qui doit changer en tant que créateur, mais aussi comment créer un pont entre l'école pour que l'école soit au service donc, de la création en atelier et que l'atelier rencontre le marché de façon fluide. Est-ce qu'il y a des écosystèmes qui ont été inspirants pour toi? Pardon? La Chine, qui a été inspirant à cet égard-là. La Chine? Oui, la Chine a été inspirante dans le sens de l'écosystème. C'est ça. De l'école au marché, en fait. Ils ont une facilité. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais en fait, ça m'a impacté de voir en fait, le travail à la chaîne. C'est ça. Le travail à la chaîne qui était précis et structuré. Quand tu entres, tu vois la recherche et développement, tu vois ceux qui sont destinés à la logistique, tu vois ceux qui sont destinés au prototypage et tu vois après ceux qui sont là en fait pour le côté technique. Et dans les écoles, c'est en fait, je ne sais pas si c'est le double ICF, mais ils pratiquent. Ça se passe exactement de la même manière. C'est ça. Ça se passe exactement de la même manière. Et donc, je trouve que c'est plus facile pour eux de les intégrer que quelqu'un qui est resté totalement, par exemple, dans une formation de prêt-à-porter et qui, après, veut mettre en place une entreprise industrielle. Tu vois, ils ont les spécialités assez tôt. Et il y a un modèle également qui a retenu mon attention sur le côté administratif, c'est la Belgique. La Belgique. Oui. Alors justement, ça rejoint un peu ce que nous disions par rapport au marché béninois tout à l'heure, où des avancées se font, mais peut-être qu'on ne va pas assez vite. Quand on regarde le modèle de la Chine qui a été inspirant pour toi, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la Chine connaît très bien son marché? Elle sait par exemple qu'elle va vendre dans des pays du monde, parce que c'est un peu l'usine du monde aujourd'hui. La Chine est dans tous les secteurs, si on veut, même le textile, même la création, même dans la mode. Est-ce que c'est parce qu'elle connaît très bien ses marchés qu'elle elle crée ce que son marché demande et elle forme pour que ce qu'on va créer ait les métiers qui sont bien formés? Donc, tout part du marché finalement. Est-ce que ce n'est pas ça peut-être? Tu sais, je dirais que c'est la recherche et le développement. C'est ça? Oui. La Chine est en avance sur nous en termes de recherche et développement. En termes d'innovation? Oui. Oui, innovation, mais je préfère utiliser le terme la RD. recherche. Oui, la RD. Parce qu'ils anticipent en fait.
c'est des gars, ils anticipent. Toi, tu penses que tu es en train de réfléchir à 2 ans et tout, et que bon, voilà, dans 2 ans, tu amènes l'innovation, mais tu vas là-bas, tu te rends compte que, mais en Ils ont fait... réfléchi à 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, en fait. Donc, je pense que déjà, en premier, c'est leur force, et après, ce qui a amené la connaissance du marché. C'est ça. Oui. Parce qu'ils se déplacent vers nous pour comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. Quand les Chinois achètent mes produits, j'ai peur. Oui, c'est déjà venu. Hein. C'est ça. Même cette année encore. On se demande pourquoi ils le font. Pourquoi ils achètent mes produits? Moi, je peux te dire pourquoi ils le font. Et c'est des personnes qui ne négocient pas. C'est ce que tu penses qu'ils font. C'est pour analyser et comprendre. Et ils ne négocient pas, en fait. Non, ils ne négocient pas. Il y avait même un sac, par exemple, où le sac est terminé. C'est le sac résilience. Le gars vient, je pense qu'il a trouvé ça sur Internet. Il vient, il dit qu'il veut ce sac-là. J'ai dit, le sac est fini. Il dit, même s'il faut lui produire une unité. Il est prêt. J'ai gonflé le prix. J'ai gonflé le prix. Il a accepté. J'ai dit, non. Mais j'allais dire, c'est pas possible. Oui. J'ai trouvé ça très suspect. Et après, il y avait aussi un portefeuille. Il m'a dit qu'il veut ça. Forcément en cuir. Je regarde le monsieur, j'ai dit, mais pourquoi il veut? Mais bon, j'ai dit, de toute façon... Donc les Chinois, recherche et développement, est-ce qu'il y a un autre... Pour amener à la connaissance du marché. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre pays, une autre expérience qui t'inspire sur un autre plan, toujours en termes de création, de R&D ou d'un autre segment de votre métier? En termes d'organisation administrative, en tout cas, il y a une école qui m'a beaucoup impactée en Belgique. À Bruxelles? Oui, à D'accord. Bruxelles précisément. D'accord, donc on va dire que le continent européen, on est beaucoup plus sur la gestion administrative, une certaine expertise en gestion administrative. Et puis avec un marché comme le marché chinois par exemple, on va dire que c'est beaucoup plus la recherche et développement, l'anticipation, la compréhension de leur marché, c'est ça, la compréhension de leur marché et une structuration en amont, en atelier et en école pour pouvoir donc le marché de ce que le marché désire. Ok. Au-delà des diplômes, et quand tu sais, l'école, là, c'est pas quand ils sont déjà, qu'ils ont déjà le bac. Hein. Non, c'est depuis déjà petit. Depuis petit. C'est ça. Ouais. Tu veux qu'on aborde ça? Donc, au-delà des diplômes, justement, puisque nous parlons de la formation, qu'est-ce qui manque le plus, selon toi, aux jeunes créateurs africains pour s'insérer durablement dans la chaîne de valeur de la mode? À part le diplôme, qu'est-ce qui manque selon toi? On a parlé de l'humain aussi déjà tout à l'heure. À part l'humain, à part les diplômes, qu'est-ce qui manque réellement? Je pense que je l'ai aussi déjà abordé, c'est la structuration. La structuration. Oui. Est-ce qu'on peut développer un peu? Qu'est-ce que tu mets dans la structuration? En quelques points, rapidement. Quand je parle de structuration, je parle de organisation administrative. C'est ça. Oui. Comment on a pensé le business et on l'a charpenté. Exactement. Et de la spécialisation. Ça... Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut apporter ou qu'il faut améliorer au niveau des jeunes créateurs africains. Comment? Par déjà la formation. Ok. Formation et vulgarisation. Par déjà, comme je le disais un peu plus tôt, l'insérer dans le système académique. Formation professionnelle que technique. Et c'est ça d'ailleurs que Estam essaie de mettre en place avec sa formation en management de mode. C'est ça. Oui, vous le faites déjà hein, depuis quelques années d'ailleurs. Non, je vais dire, on l'a lancé depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais bon, tiens-toi tranquille, c'est cette année qu'elle a effectivement démarré. Oui. Ok. On dit souvent que les écoles forment des stylistes, mais que le marché, lui, cherche des entrepreneurs. Parce que si tu es styliste et que tu ne peux pas vendre et garder ton entreprise vivante, rentabiliser et changer de niveau à chaque fois, on est certain que cet atelier va fermer. Oui, je peux. Bien sûr. Tu sais, on revient à la même question. Ça reste la question de... En fait... Ici, c'est beaucoup plus la partie vision d'affaires. Oui. Penser, c'est ce que j'allais dire. Penser collection est différent de penser marque. C'est ça. Et du coup, pour penser une marque, pour penser vision d'affaires, il faut forcément que la personne ait les aptitudes, les compétences qu'il faut. Qu'il soit dans un environnement qui le motive, qui l'alimente à voir au-delà au-delà du basique en fait, qu'il amène à comprendre que moi aujourd'hui, à la fin de ma formation en stylisme, modélisme, je peux
je peux mettre en place une entreprise spécialisée, je vais dire quoi, je dirais de manière très simple dans la confection des chemises sur mesure. Mais pour le faire, il faut forcément que je structure et que j'améliore ma vision des choses, que je puisse être en mesure de vouloir collaborer avec un stratège en communication. Et je précise, tu peux ne pas démarrer aujourd'hui en ayant les dizaines de milliers à payer à ce stratège de com, mais savoir que tu as besoin de ça dans la suite de ton business. De ton évolution. Voilà. C'est cela. Ce qui fait que en fait, tu crées dans l'écosystème une entreprise qui répond à un besoin qui est pérenne et qui est facilement identifiable, qui apporte chaque jour de l'innovation, qui répond à un besoin. C'est ça, un besoin réel du marché. Oui. Donc, on a abordé plein d'aspects. On est parti donc des forces et des faiblesses en matière donc de formation au Bénin. On est passé par donc les pôles inspirants pour toi et toute ton expérience dans le secteur. Disons que pendant une minute... Pardon? J'ai abordé peu mon expérience. Beaucoup quand même. Michel, pendant une minute, oublie que je m'appelle Jasmin Guézo et considère que je suis... Devant le ministre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, imagine que je suis le ministre de l'industrie au Bénin ou le ministre de l'artisanat. Donc, le secteur de la mode, c'est une question de politique publique, on est d'accord, d'institutions, de volonté collective. Si tu avais donc en face de toi un ministre ou un chef d'État même africain, que lui dirais-tu au sujet de la formation et de l'emploi dans la mode? Je me mets dans la posture du ministre, s'il te plaît. Alors, tu as une minute. Une minute. En face d'un ministre, qu'est-ce que tu lui dirais pour impulser une vraie dynamique dans la mode et l'emploi dans la mode, pour soutenir la mode fortement, pour qu'elle change de niveau au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire? J'aime pas les chiffres, mais j'ai oublié un peu les chiffres là. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie pour l'occasion. C'est un plaisir. Déjà, je vous félicite pour les avancées dans le secteur de la mode, dans le secteur également de l'artisanat. Nous avons remarqué une montée et une considération en termes de formation dans le secteur de la mode. Je voudrais que vous investissiez beaucoup plus sur les compétences techniques, les compétences techniques et les compétences organisationnelles pour permettre aux nouveaux passionnés, aux nouveaux diplômés de pouvoir créer des entreprises viables qui vont propulser l'économie béninoise. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la culture et le tourisme ont positionné le Bénin, ont vraiment amené le Bénin à un niveau supérieur, à un niveau plus avancé. Donc, en investissant dans la formation professionnelle et technique des jeunes dans le secteur de la mode, par ricochet, ça influe sur, en fait, la position économique du pays. Vous avez une minute, c'est parfait. Plus que ça va dépasser une minute. Mais je pense que la vision que vous avez, elle est très claire. Michel, tu as souvent insisté sur la nécessité d'un écosystème. On en a parlé beaucoup c'est d'ailleurs le thème de ce podcast. Donc, école, artisans, marques, financeurs, institutions. Comment fais-tu, toi, pour relier ces mondes avec tes projets? Par exemple, un projet comme celui-ci, comme l'atelier de Michel, cette marque que tu as lancée, etc., l'école que tu as lancée depuis 7-8 ans, les formations que tu donnes, outre ESDAM, dans les universités publiques, ta participation à des panels, à des réflexions nationales, etc. Comment toi tu fais pour relier tous ces mondes-là à ton niveau? Bon, d'abord, c'est une passion. D'abord, c'est une passion et des fois, juste à le faire, je me sens déjà à l'aise. C'est d'abord ça en premier. Et après, c'est que je cherche à être ce que je recherche. C'est ça.
Je cherche à être ce que je recherche. Je voudrais que l'écosystème de la mode se porte mieux. Je voudrais qu'on porte un regard professionnel sur le secteur de la mode. Qu'on ne pense pas que la mode est faite pour, excuse-moi le terme, les tamanséoué. Et même si c'était pour les tamanséoué, ça peut être quelque chose de luxueux. Ça peut être quelque chose de raffiné, quelque chose de très bien fait et de très bien pensé. Et je voudrais également que ces jeunes-là qui se font former à ESDAM depuis 2018 aient en fait cette fougue-là de continuer et de chercher en fait à donner l'excellence d'eux-mêmes. C'est ça. Beaucoup de jeunes rêvent tu parlais justement des jeunes, je vais rebondir sur ça. Beaucoup de jeunes rêvent en sortant d'ESDAM ou en sortant d'école de créer leur marque tout de suite sans passer par les ateliers, par des gens qui avaient déjà des marques installées pour vivre l'expérience et apprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a les écoles qui forment, mais l'expérience de terrain, rien ne remplace ça. Et donc, créer la marque tout de suite, est-ce que ce n'est pas une impatience générationnelle? Est-ce que ça ne peut pas être un des problèmes que nous avons sur le marché, ne pas après l'école, donc passer par la case atelier, atelier existant déjà sur le marché avant de grandir et d'aller vers la création de sa propre marque ou de développer son propre chemin? Tu sais, c'est un fait et c'est un fait de société qu'on ne saurait éradiquer totalement, mais on peut l'améliorer. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le MIMA, le Masterclass de l'insertion des métiers de la mode et affiliés, qui vient en fait... qui est pour bientôt. Hein. Oui, qui est pour bientôt. je dis la date. À la fin, je veux bien qu'on en parle en même temps, puisque nous sommes en diffusion là, dimanche, je pense que c'est dans quelques jours, dans quelques semaines. Ok, qui est pour le 22 novembre. C'est ça. 22 novembre, donc, qui vient en fait apporter une solution réelle à ce problème-là. Tu sais, des fois, ce n'est pas que le jeune... Pardon, c'est pas forcément sa faute. C'est peut-être parce que c'est ce à quoi il a pensé. Il ne connaît pas autre chose. Il ne connaît pas autre chose et on ne l'a pas dit autre chose. Donc pour lui, en fait, c'est systématique et tout ça. Je quitte l'école, je crée ma marque. Je crée ma marque parce que je veux déjà commencer par gagner de l'argent, tu vois. Mais il est important de passer en entreprise. Pourquoi? On apprend sur le côté technique, on apprend à nouveau sur le côté technique, on apprend mon alter ego sur le côté administratif, on apprend sur la gestion logistique. Et ça, rien ne remplace ça. Et même la gestion des humains, je dirais. La gestion des humains. C'est le summum, même, c'est ça. Et en fait, je disais tantôt donc que rien ne peut remplacer, rien ne peut l'éliminer, mais en fait, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer déjà par ces actions pragmatiques-là. Et aussi, toujours faire appel à nous, des promoteurs d'écoles, des promoteurs d'ateliers également, des promoteurs de marques. Lorsque ces étudiants ou ces jeunes-là viennent vers nous, que nous ayons l'ouverture d'esprit de les guider, de les suivre et de les amener en fait à apprendre, d'être ouvert à leur apprendre, à leur transmettre le message, à leur transmettre la connaissance, parce qu'en ce moment ce n'est plus la compétence vraiment, mais c'est la connaissance et après ce que la personne en fait. C'est ça. Ça fait une impatience, mais... Ça fait plus d'une trentaine de minutes que nous discutons, toi et moi, Michel. J'ai envie que nous concluions cet entretien. Déjà? Oui, déjà. Avec un propos que je voudrais que tu laisses. C'est comme une phrase, un manifeste pour les jeunes dans le secteur de la mode et de tous les métiers affiliés, donc même la maroquinerie, la cordonnerie, ceux qui sont peut-être pas forcément en train de faire de la création, mais qui sont en train de manager, les managers dans le secteur de la mode, etc., les créateurs de marques, les directeurs artistiques, etc. Si tu as une phrase qui serait comme un manifeste de Michel Deguénan qui, depuis sensiblement une dizaine d'années, déploie une architecture réelle à travers une école, une marque et des actions assidues et ardues dans le secteur de la mode, et de la vulgarisation aussi avec ce podcast. Si tu dois laisser un manifeste à tous les jeunes, qu'est-ce que tu dirais? Tu ne t'attendais pas à cette question-là. Un manifeste.
Ouais, une phrase manifeste qui restituerait toute ta pensée et toute la vision que tu as pour eux et toute l'ambition que tu as pour eux. Ça peut paraître drôle, mais c'est assez simple. La mode a un état d'esprit. Il n'attend que ton excellence. C'est ça. La mode, c'est un état d'esprit et elle n'attend que ton excellence. Donc, c'est toujours viser l'excellence et avoir l'état d'esprit qu'il faut pour. Elle n'attend que ton excellence pour briller. Pour briller. Oui. La mode a un Le mot état briller, c'est un mot qui est revenu souvent. La mode a un état d'esprit. Elle n'attend que ton excellence pour briller. Pour briller. Et ce sera les mots de fin de ce podcast spécial où Michel est l'invité dans son propre atelier. Elle avait l'habitude de dire l'atelier va fermer ses rideaux. Je te laisse faire la conclusion, Michel. Fais la conclusion de ton podcast. Dernier épisode de la saison numéro 1. Et merci pour l'honneur que tu m'as fait de me laisser présenter aujourd'hui le podcast avec toi. C'est un plaisir. D'abord, écoute, Jasmine, je vais d'abord te dire merci. C'est un plaisir. Merci de m'avoir accompagné dans la réalisation de ce podcast. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jours noirs, ouais. mais vraiment Rien très noirs. Ouais. Et en tout cas, sur ce projet, franchement, tu as été un boost pour moi et je te remercie. C'est un plaisir. Avant de clôturer, déjà, je voudrais te remercier. Merci de m'avoir soutenu tout au long de ce podcast, déjà de la pensée stratégique jusqu'à la mise en place. Sur ce projet, franchement, tu as été un boost, malgré les jours très noirs que j'ai pu avoir. Si vous découvrez nouvellement cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, nous parlons de mode, nous partageons les expériences des personnes qui ont déjà réalisé dans le secteur de la mode et qui ont mis en place des entreprises qui vivent, qui innovent à chaque instant. Et c'est la fin de la première saison. Vous restez avec nous pour découvrir les prochaines choses que nous avons pensées pour vous. Et je vous invite à mon prochain masterclass. Masterclass de l'insertion professionnelle des métiers de la mode et affiliés. Ça a été un plaisir. Je ne vais pas close cette saison sans remercier une personne qui est restée avec moi sur toutes les saisons. Il est resté dans l'ombre. Sur tous les épisodes? Oui. Tous les épisodes, merci. Il est resté dans l'ombre, mais il a été toujours là, malgré tout. Je veux citer Wilfried Vieira. Il peut venir dire bonjour. Oui. Viens Wilfried, viens dire bonjour. Il faut qu'on le voit à la caméra. Il va nous rejoindre. Donc, merci Wilfried de m'avoir assisté sur tous les épisodes de cette saison. Je remercie également toutes les personnes... les collaborateurs de ABCD, Carline, Nafran et tout le reste. Et je remercie également Podlab qui nous a accompagnés. Nous avons tourné les 10 épisodes dans leur studio. Merci et restez connectés pour les prochaines saisons. À bientôt. À bientôt.